Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous de vous être connectés pour cette troisième séance du séminaire de RSHS sur la thématique de la téléopération et des systèmes robotiques. Alors Gérard Bailly et Jeannette Vertessy, que l'on présentera davantage ultérieurement, interviendront au cours de la séance. La séance a été organisée par les coordinateurs du réseau de RSHS et sera modérée par Charlie Pécoste et moi-même, David Rodriguez. Avant d'aller plus loin, quelques petites précisions en guise de préambule et je passe la main à Charlie. Oui, donc bonjour à tous, encore une fois. Merci de votre participation. Une première précision, les intervenants ont accepté que la séance soit enregistrée et que cet enregistrement soit ensuite diffusé en ligne. Vous aurez donc accès au replay de la séance directement sur le site du réseau de RSHS que j'ai mis dans le chat. C'est un élément à prendre en compte. Vous pouvez activer ou pas votre caméra. Vous pouvez intervenir à l'oral ou dans le chat si vous souhaitez du coup ne pas apparaître ou ne pas être entendu. Nous pourrons relayer vos questions par la suite. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de renommer vos pseudos pour être anonyme. Euh, Deuxième précision, afin de faciliter l'animation de la séance et d'éviter des potentielles perturbations, les micros sont désactivés par défaut. Nous aurons un temps de discussion par la suite où vous serez invité à réactiver vos micros, pour poser vos questions, pour faire des remarques ou même proposer des réflexions sur la thématique du jour. En attendant, si vous souhaitez intervenir ou échanger avec les autres, vous pouvez utiliser le chat. De même, si vous ne souhaitez pas apparaître ou poser votre question directement, peut-être même parce que vous êtes timide, vous avez le droit, eh bien, vous pouvez poser votre question dans le chat et David et moi, on se fera une joie de relayer vos questions. Voilà. Je repasse la main à David. Merci Charlie. Donc rapide présentation du réseau de RSHS avant de commencer. Donc premièrement, à l'origine de ce réseau, c'est d'abord le constat que les avancées technologiques récentes permettent un rapprochement progressif entre humains et systèmes robotiques et que ces nouvelles formes d'interaction, elles poussent à se questionner sur la bonne conception et l'intégration de ces machines dans nos sociétés, notamment par les roboticiens. Donc, face à cet enjeu, la recherche en SHS, elle est de plus en plus mobilisée dans les programmes de recherche régionaux et nationaux en robotique, notamment le PEPR, robotique organique. Le problème, c'est que cette nouvelle dynamique de collaboration, elle est très féconde scientifiquement, mais la communauté qui se forme peu à peu interdisciplinaire, elle est encore fragmentée, faiblement connectée et en manque de référentiels communs et d'espaces de discussion pour construire l'interdisciplinarité. Et donc voilà tout l'enjeu du séminaire de RSHS, créer cet espace de discussion propice à construire la collaboration entre sciences humaines et sociales et robotique, ou plutôt sciences de l'ingénieur et du numérique, si on devrait le dire ainsi. Donc le réseau a été créé au début de l'année 2025 et les activités du réseau s'articuleront autour de deux principales actions, donc des webinaires thématiques bimestriels et une journée de rencontre annuelle qui est encore en cours d'organisation et qui devrait avoir lieu en octobre. Côté coordination, on retrouve des acteurs toulousains et parisiens issus de différentes disciplines. On a de l'ergonomie, de la sociologie et de la robotique. Et on s'est notamment mis en relation dans le cadre du PEPR robotique organique. Parmi les membres, il y a Charlie Pécoste, Guillaume Morel, Caroline Morico, Diane Ferguson et moi-même. Côté partenaire, les actions du réseau sont financées par l'ANR, donc l'Agence nationale de recherche, dans le cadre de l'axe acculturation et méthodologie du PEPR robotique organique, et par la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse, par le biais de l'appel à projet exploratoire 2025. On est également soutenu par le CERTOP, le CEDCOPRA, l'ISIR et l'ICAM. Donc, avant d'introduire la thématique du jour et de donner la parole aux intervenants, un rapide retour sur la séance 2 qui a eu lieu en avril avec Kathleen Bellassin et Mohamed Chetouani sur la thématique de l'interdisciplinarité entre SHS et robotique. Donc d'abord, on vous remercie énormément pour votre mobilisation et votre engagement dans les discussions. On a été une quarantaine de participants issus de différentes disciplines et de laboratoires un peu partout en France et même parfois de l'étranger. On a bien noté vos retours sur le questionnaire de satisfaction, les suggestions de thématiques, d'intervenants, d'améliorations sur la forme et le fond du séminaire, et on essayera de les intégrer au mieux dans les séances à venir. Enfin, point important, pour ceux qui n'auraient pas été là, vous trouvez la rediffusion de la séance sur le site du réseau, à la page dédiée de la séance 2. Voilà. Rapidement, quelques actualités. Si vous êtes intéressé au réseau de RSHS, il y a des activités un peu proches sur lesquelles on communique.
D'abord, le 19 juin, de midi 15 à 13h30, en visioconférence, une conférence de Guillaume Morel, dans laquelle il questionnera les tentatives des concepteurs d'anticiper les usages réels de leurs robots une fois déployés hors laboratoire et les apports d'une démarche de co-conception avec les usagers et chercheurs en SHS. C'est organisé par les coordinateurs du séminaire Humanibot et c'est soutenu par la Maison des sciences humaines des Alpes, donc vers Grenoble. Autre activité, les 26 et 27 juin, en présentiel à l'université Le Havre-Normandie, donc dans le Nord, colloque international La Geste et le geste numérique. Il y aura notamment des interventions sur les gestes humains et robotiques, notamment dans le cadre d'actions en situation d'interaction entre humains et robots. Le colloque est organisé par le groupe de recherche interdisciplinaire Intergest. Je crois que Charlie a mis les liens dans le chat, je ne suis pas sûr, mais voilà. Troisième activité. Ok, merci. Troisième activité, le 30 juin à Paris, à l'École nationale supérieure de création industrielle, vous aurez la troisième séance des ateliers d'exploration spéculative qui portera sur la thématique du WERD, donc les objets bizarres et leur conception. C'est organisé par le PEPR Robotique Organique dans le cadre de la Maison des Humanités Potentielles et par le NSCI aussi, donc l'École nationale supérieure de création industrielle. Passons au vif du sujet. Alors, sur le déroulé, on aura d'abord une intervention de Gérard Bailly de 20 minutes, une discussion de 10 minutes, ensuite une intervention de Jeannette Vertési, une discussion de 10 minutes et un débat thématique d'environ 40 minutes, puis une conclusion. Donc, dans le cadre de cette troisième séance, on explorera la thématique de la téléopération de systèmes robotiques, comme dit précédemment. Et précisément, on l'entend comme l'ensemble des dispositifs sociaux et techniques mis en place pour permettre à un opérateur humain de piloter un robot à distance. Alors, je ne vous refais pas tout le descriptif que vous pourrez trouver en ligne, mais globalement, l'idée, ce sera de questionner les enjeux sociaux et techniques de la téléopération, donc comment l'incarnation du robot change la perception de l'environnement du pilote, comment gérer les conflits entre automatisation du robot et contrôle de l'opérateur, comment améliorer la performance du pilote et fluidifier l'interaction humain-robot, etc., etc. Et donc, pour répondre à ces questions, la séance s'organisera en deux temps. D'abord, les interventions de deux chercheurs, représentants des SHS et de la robotique, qui partageront leurs réflexions sur cette thématique. En premier, Gérard Bailly, qui est directeur de recherche chez NRS en robotique au Gibbs Lab à Grenoble. Donc, il travaille depuis plus de 40 ans dans le champ de la communication vocale et ses travaux récents portent notamment sur l'interaction multimodale avec les robots sociaux et les agents conversationnels via la parole, le regard et le mouvement. Ensuite, on aura une intervention de Jeannette Vertési, qui est associée de professeur, donc c'est l'équivalent de maître de conférence, en sociologie des sciences et des techniques à la Princeton University, donc au New Jersey aux États-Unis. Son intervention sera en français. Elle parlera des travaux qu'elle a menés pendant une vingtaine d'années auprès des équipes de conception de systèmes robotiques de la NASA et notamment des questions de téléopération de rovers. Donc, ces contributions permettront ainsi de définir des bases solides avant d'engager une conversation plus large avec l'ensemble des participants. Et donc, dans ce second temps, on vous invitera à activer vos micros pour enrichir la discussion en partageant librement vos réflexions sur la téléopération. Voilà pour l'introduction. Je coupe mon partage et je vous laisse prendre la main, Gérard, pour votre intervention. Alors, très bien. Tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, très bien. Très bien. OK. Donc, diaporama. C'est bon, vous avez ça? Oui. Bien, bah écoutez, j'ai essayé de faire un peu court, hein, 20 minutes, c'est vrai que c'est un peu court pour parcourir plusieurs dizaines d'années de recherche. Donc la première chose, c'est que j'ai donc je suis au Gibbs Lab à Grenoble avec une équipe qui s'appelle CRISP, qui veut dire Cognitive Robotics, Interactive System and Speech Processing. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup l'interaction langagière entre des systèmes robotiques et une ou plusieurs personnes. On travaille de plus en plus sur du multiparty.
Bien, d'abord, ce que je voulais faire, puisque la destination des SHS, c'est de présenter le domaine de recherche que j'essaie de mettre en avant, qui s'appelle la robotique cognitive, qui est un champ à l'intérieur de la robotique sociale. Donc l'idée, c'est qu'elle s'attache à faire réaliser aux robots des tâches qui semblent nécessiter chez l'homme la mise en œuvre de fonctions cognitives telles que, sans être exhaustif, tout ce qui est apprentissage, interaction sociale, perception, motricité, cognition spatiale, raisonnement, langage, voire même conscience. Et à l'intérieur de cette robotique cognitive, je distingue deux champs d'activité que je vais essayer de détailler, et je pense que c'est intéressant pour les SHS. La première, c'est la cognition artificielle qu'on dit embarquée, donc très en vogue à l'heure des multimodal large language models et autres modèles de fondation, qui essaie de doter les robots d'analyse sémantique des signaux qui sont perçus aux fins d'actions intelligentes. Donc c'est vraiment très roboticien, on va essayer de rendre les robots intelligents. Et puis la deuxième, qui est souvent un peu négligée, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la cognition incarnée, et pas embarquée, où cette fois-ci, le robot permet d'explorer notre intelligence humaine en situation d'interaction et permet de renouveler nos connaissances en psychologie et sociologie cognitive en mettant les usagers face à des choses qui sont incarnées et pas uniquement des vidéos ou des signaux qui sont rejoués. Donc, je parlerai un petit peu de ces contributions dans ces deux champs. Donc, ces deux champs d'exploration, ils ont déjà révolutionné la manière de penser ou d'interroger la cognition humaine. L'un par l'émergence de représentations sémantiques par de simples tâches de prédiction sur des milliards de données multimodales, c'est le large language model. Et puis l'autre, c'est en offrant des corps augmentés, voire de substitution. Tout ce qui est questionnement sur l'agentivité, etc., sur justement qu'est-ce qui se passe pour le pilote lorsqu'il et puis prend corps dans un corps de substitution, avec des applications en santé, en remédiation cognitive. Je ferai des rappels là-dessus. Bien, alors, vous rassurez-vous, je vais vous parler de telle opération immersive, mais avant de parler de cognition incarnée, il me semble quand même important de consacrer un transparent à un aspect fondamental pour moi de la robotique cognitive, c'est-à-dire la morphologie du robot. On ne va pas faire n'importe quoi avec n'importe quel robot. Aucune intelligence ne passe d'abord par les capacités sensorimotrices du robot. Un exemple, parmi tant d'autres, j'ai passé des années à convaincre mes collègues roboticiens, notamment du LAS, que la bipédie, ce n'était pas le trait majeur qui nous sépare du babouin, du poulet ou de l'autruche. Comme les primates, les grands singes et certains oiseaux, on a une fovea qui nous permet, qui nous oblige à mouvoir nos yeux pour analyser finement un point d'intérêt de notre champ visuel. Ce n'est pas le cas de l'aigle qui a 360, qui n'a pas besoin de bouger ses yeux pour percevoir le monde. Par contre, nous sommes les seuls dans cet ensemble d'animaux à ne pas masquer cet intérêt et à le partager avec autrui. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, le partage d'intention. La morphologie spécifique de l'œil humain, avec un très fort contraste et un équilibre entre iris foncé et sclère blanche, claire, elle est unique. Souvent, la relation entre proie et prédateur force les espèces à masquer la direction du regard, soit pour pas être vu, soit pour pas signaler qu'il est en train de regarder une proie. Et ça contribue largement à faire société. C'est-à-dire non seulement à savoir, mais à faire savoir nos intentions et nos désirs. Et que les robots qui sont pas équipés de ça, mais ils vont avoir des difficultés à avoir des interactions sociales. Donc, premier message, sans bon design, pas de bonne cognition. En tout cas, on est mal barré au départ. Voilà. Alors, nous, on essaye de bien se barrer au départ. Donc, je vais vous présenter Nina, qui est le robot humanoïde avec lequel nous avons conduit la quasi-totalité de nos recherches. Donc, pour les gens qui sont en robotique, c'est un iCub qu'on a acquis grâce à l'équipe Ex Robotique il y a 10 ans. On a fêté l'anniversaire, on l'a envoyé en révision à l'IIT à Gênes récemment, on l'a récupéré, que nous avons doté d'une tête articulée. Donc, il y a des moteurs supplémentaires pour articuler la mâchoire, les lèvres, et on a redessiné les oreilles, les yeux et les paupières.
Donc je vais vous jouer un petit peu ce qu'elle est capable de faire hein, avec une petite vidéo. Voici les 4 premiers mots. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom d'une poisson? Alors, oui. Le nom du vêtement. Le gilet. Oui. Le nom du jeu. Domino. Et le nom de la fleur. Qui est la fleur? La fleur, dites-moi. Jonquille. D'accord. L'autre, j'enlève les mots. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom du... Donc je vais revenir en arrière. Donc donc voilà, hein, vous voyez un petit peu les jeux de regard, les mouvements de tête. Elle prend des notes hein, pour rassurer la personne qui est en face. Donc c'est des interviews, ce qu'on appelle neuropsychologique. C'est le test de MMSE, hein, de mémoire à ces items, pour tester les capacités de mémoire à court terme de personnes qui sont en déficit de mémorisation. Alors cette Nina, là, ce robot, il est couplé à une plateforme de téléopération immersive hein, que vous voyez ici en bas, là, ici, si vous voyez mon curseur, qui permet à un pilote humain de percevoir et agir au travers du robot et ainsi de faire croire aux interlocuteurs que le robot est doté d'intelligence, avant même que les données qu'on va collecter multimodales qu'on va collecter, donc les mouvements, les caméras, les images, les vidéos qui sont embarquées, qui sont délivrées par les caméras qui sont embarquées dans les yeux, lui est permis de construire un modèle prédictif et donc d'être réellement autonome. Donc encore une fois, ceci n'est possible que grâce à l'homologie fonctionnelle des sens du robot avec ceux du pilote. Hein. Il y a des yeux qui sont embarqués il y a des caméras qui sont embarquées dans les yeux, il y a des microphones d'oreille, hein. Il y a une bouche avec un haut-parleur qui est dans la bouche, etc. Il y a les mouvements des bras qui sont des mouvements des bras, etc. Donc cette plateforme permet donc à la fois de contribuer à la condition embarquée en fournissant des données multimodales, collecte de données, en interaction réaliste, et à questionner aussi la cognition du pilote et des interlocuteurs face à une interaction incarnée, contrôlée, appauvrie ou enrichie au besoin. Hein, parce qu'on peut évidemment bloquer, appauvrir ou enrichir ses sens de perception et ses capacités d'action. Alors, comme déjà mentionné, nous avons beaucoup étudié l'impact de la morphologie des yeux et de l'orientation de la tête et des yeux sur l'attention partagée du robot en interaction face à face, puis après en multipartie avec des partenaires humains. Dans différentes tâches, alors on fait beaucoup de jeux, hein, des jeux de plateau, etc., des interviews, neuropsycho, etc., et on a fait aussi des travaux de TP. On est dans une école d'ingénieurs où souvent le robot il joue le rôle d'animateur ou de prof assistant pour guider les étudiants ou les pairs d'étudiants dans des travaux pratiques. On a fait du remontage de scie sauteuse si ça vous intéresse. Alors donc, outre l'impact de la morphologie de l'œil et du contrôle de l'abaissement des paupières sur la précision de l'estimation de la direction du regard du robot par des sujets qui sont placés en face de lui, hein, c'est ce qu'on a fait là sur la partie droite, on a développé un système qui est figuré ici, hein, qui permet de faire un contrôle immersif de l'azimut, de l'élévation et de la vergence des yeux par le pilote dans la plateforme de téléopération. Donc, qui incorpore un casque de réalité virtuelle qui est équipé de systèmes de suivi oculaire binoculaire, hein, donc sur chacun des yeux, qui permet justement à la fois le pilote de prendre conscience de la profondeur des objets ou des agents dans la scène, mais aussi que les sujets qui sont dans la scène puissent se rendre compte que le robot, par sa vergence des yeux, parce que Nina a un système de moteur qui permet de provoquer la vergence ou la divergence des yeux, de justement cette awareness, cette prise de conscience de la profondeur du champ. Bon, je vais peut-être passer ça parce que c'est pas vraiment très intéressant. Hein. Il y a un petit film que vous pouvez trouver sur la communication du CNRS. Nina a fait pas mal la une il y a 4-5 ans autour de cet dispositif de téléopération immersif.
Alors juste, je voudrais faire quelques illustrations. Donc, on a récemment utilisé cette plateforme pour collecter des données d'interaction dans le cadre du projet Robot Trio, où le pilote, il joue le rôle d'animateur du jeu Unanimo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est l'idée que des couples de sujets, donc dans ce cas-là, c'est des couples, essaient de trouver les mots les plus fréquents qui sont associés à un mot cible. Si on prend par exemple crevette, rose, mer, etc., tout ça. Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'animer. Bon, ça aurait pu être qui veut gagner des millions, mais c'est un jeu plus collaboratif où il y a moins de pression sur, il y a moins d'asymétrie sur la cognition a priori sur la connaissance, sur la compétence a priori des partenaires. C'est vraiment un jeu qui dure. Donc, on a fait ça avec 24 couples de sujets qui sont soit homme-homme, soit femme-femme, soit mixtes comme vous l'avez ici. Et ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Ça permet de parcourir une dizaine de mots, de mots cibles. Et l'objectif de cette étude, c'était notamment d'étudier la gestion de l'attention en interaction multipartie. Et notamment, donc ce qu'on appelle les régimes conversationnels, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de distinguer, je m'adresse à la fille, je m'adresse au garçon, ou ce que je dis, ça concerne les deux. Donc, pas uniquement par le verbal, mais aussi par la direction des yeux, la direction de la tête, enfin, toute la gestion de l'attention de manière générale. Alors, on a ainsi montré que l'attention du pilote et du robot n'était pas uniquement concentrée sur le sujet qui parle. Quand un sujet parle, souvent quand il parle d'ailleurs à l'autre, on va regarder plutôt l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il pense de ce que l'autre raconte. Donc l'attention était encore plus équilibrée vers celui qui ne parle pas lorsque justement ce locuteur s'adresse à lui. Il y a une espèce de rééquilibrage, vous voyez, des distributions qui passent de 51-29, 27-52. Ici, on a plutôt 39-40 et je ne sais plus, 30 et 53. Donc on a un rééquilibrage un petit peu des deux, cette fois-ci quand le sujet qui parle s'adresse à l'autre, et pas au robot. Et puis, deuxièmement, que l'orientation de la tête, elle participe activement à encoder le régime conversationnel. C'est-à-dire qu'elle indique à qui s'adresse le pilote ou le robot, soit à l'un, soit à l'autre, soit les deux. Alors, c'est encore plus complexe quand il y a des régimes conversationnels où, par exemple, un robot va être guide de musée, savoir s'il s'adresse directement à une personne, à un sous-groupe de personnes ou à l'ensemble des gens qui guident dans le musée. Alors, j'ai dit, je fais ça très rapidement, pour vous laisser le temps un petit peu de voir ce qui vous intéresse un petit peu dans tout ça. Donc, pour moi, il est temps de conclure ce bref exposé. Donc, comme je l'ai dit, si la robotique cognitive, elle vise à établir une interaction sociale intelligente, empathique et sûre dans des robots avec les usagers en les dotant de fonctions cognitives de complexité analogue au modèle humain, il y a un effort quand même de recherche qui est plus modeste concernant le deuxième aspect, c'est-à-dire l'usage de robots pour sonder la cognition humaine, notamment en visitant nos connaissances en psychologie, sociologie expérimentale, qui étaient effectuées jusqu'à présent essentiellement avec des stimuli audiovisuels ou des acolytes humains dont le comportement est difficilement contrôlable. Alors, je vous mentionne une petite étude qu'on a conduite récemment, qui est en cours de publication dans des journaux, avec nos collègues Pascal Huguet et Ludovic Ferrand du LabSco à Clermont-Ferrand, où notre doctorante Lauriane Kölsch a ainsi montré que l'effet de présence sociale, je suppose que tous les gens de SHS connaissent, mais les roboticiens ne connaissent pas, c'est-à-dire que vous avez un sujet qui effectue une tâche, qui sollicite des fonctions exécutives, de la prise de décision, notamment avec des conflits, et dans la pièce, il y a une présence d'un homme, ici c'est plutôt un robot, qui fait quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'est pas impliqué dans la tâche, mais sa seule présence a un impact, c'est l'effet de ce qu'on appelle présence sociale, a un impact sur la performance. Et ce qu'on a démontré, c'est que l'effet de présence est d'autant plus important que la compétence suggérée donc du robot présent dans la pièce sur la tâche réalisée par le sujet était importante. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, on a justifié le fait que le robot était dans la pièce
en le présentant, parce qu'il était juste à côté de l'entrée de la pièce, en lui disant, ben voilà, vous avez effectué une tâche qui est une tâche de Stroop, hein, donc de déterminer la couleur d'une lettre. Alors, vous savez, la lettre verte qui est écrite en rouge, etc. Bon, bref, ou le mot vert qui est écrit en bleu. Donc des conflits entre contenu et couleur. Et avant qu'il fasse ces stages de Stroop, soit on a un robot qui est dans la pièce, mais qui va faire une tâche qui n'a rien à voir avec la tâche de Stroop. Donc c'est le robot non compétent. Et puis un robot qui tient, bizarrement, il évalue des résultats de Stroop de la manip précédente. Et simplement le fait que la personne, elle sait qu'il y a un agent dans la pièce qui est compétent sur la tâche qu'il est en train de réaliser, eh bien, a un impact plus fort sur notamment sa prise de décision. Voilà. Donc voilà, vous voyez, tout ça, ça ne peut pas être réalisé, enfin, ce truc fin n'aurait pas pu être réalisé jusqu'à présent si on avait fait ça avec un homme. Toute cette présentation, toutes ces compétences qui sont induites par l'habillement, par le sourire, par tout ce qui constitue la complexité de la nature humaine, ben, c'est très difficile de contrôler ça. Bon, voilà, avec le robot, on est capable donc l'utilisation du robot en lieu et place de complices humains permet de limiter les biais de l'étude et de soumettre les sujets à des comportements strictement contrôlés. C'est un des cas où on revisite un petit peu ces problèmes d'utilisation de robots pour questionner la cognition humaine, naturelle, la cognition naturelle au lieu de l'intelligence artificielle. Donc voilà, simplement un petit transparent de conclusion. Ces idées et travaux sont des proies difficiles, qui sont bien hauts dans l'arbre de la connaissance, hein, c'est high hanging fruits. Donc sans le soutien de financement de collègues d'étudiants, rien n'aurait été possible. Donc je les remercie encore une fois. Donc simplement, je suis heureux que cette aventure continue après mon départ à la retraite, hein, qui est imminent plutôt. Donc notamment dans une nouvelle équipe projet NRIA qui va s'appeler ComLearn, sur le thème de l'apprentissage de comportement interactif homme-robot, et dans une chaire IA développementale qui a été récemment sélectionnée par le MIAI Cluster, qui est l'Institut IA sur Grenoble. Voilà. Donc, comme l'a dit Alan Greenspan, hein, sur la gestion du crash de 87, si vous avez compris ce que j'ai raconté, c'est que je me suis mal exprimé, donc je ne doute pas que vous aurez plein de questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante. On va commencer alors avec David, on s'est noté des petites questions évidemment, mais d'abord, s'il y a des gens dans l'audience qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main, bien à la poser dans le chat. En attendant, peut-être. Oui, vas-y, pour lancer la machine, je ne vois pas de main pour l'instant, donc vas-y, peut-être David. Alors, vous avez parlé du test MMSE et Ouais. notamment, je me demandais, alors, quel était l'intérêt d'utiliser un robot pour ce test et notamment, est-ce que vous avez observé des résultats différents par rapport à la littérature sur les capacités mémorielles des personnes en déficit de mémoire? Enfin, j'explicite. Est-ce que le fait d'échanger avec un robot, ça va améliorer ou au contraire détériorer leur capacité de mémorisation? Alors, c'est une excellente question. En plus de ça, on me l'a déjà posé ce matin, donc j'ai les réponses. Voilà. Donc, c'était dans le cadre d'un projet d'ANA qui s'appelait Sombrero, hein, où avec des gens d'Aldébaran, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire du diagnostic. Si vous voulez, quand nos cliniciens neuropsychos, ils passent beaucoup de temps, en fait, ils accueillent des gens qui sont envoyés par les médecins de ville, où ils ont des suspicions de problèmes de perte mnésique. Alors maintenant, ça intervient de plus en plus tôt, hein. Moi, j'ai vu des patients, ça n'intervient pas que pour des personnes âgées atteintes d'Alzheimer, hein. Ça peut arriver à 20 ans, 30 ans, etc. Et ces gens-là, souvent, ils arrivent assez tardivement parce que ils ont, comment je veux dire, c'est très difficile de s'avouer malade. Et en plus de ça, donc ces tests MMSE, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le premier, c'est que ça dépend beaucoup de la formation en fait des médecins.
Donc, il y a des gens qui sont plutôt en médecine clinique, en psychologie clinique, il y a d'autres qui sont plutôt en neuropsycho, qui sont soit des médecins hospitaliers, etc. Tout ça. Donc, il y a des formations un peu différentes, même si le protocole de test MMSE à ces items, c'est très, très réglé. On s'aperçoit qu'il y a vraiment des résultats qui sont très différents en fonction déjà de l'intervieweur. Il y a la deuxième chose, c'est que quand vous êtes face à une personne qui a bac plus 12, et que vous êtes en situation... Donc il y a tout ce côté apporté par la robotique dans le domaine du soin ou dans le domaine de l'éducation, c'est le fait que le robot ne juge pas. Alors évidemment, vous voulez me dire que avec l'IA, il y a de bonnes capacités de jugement, mais les gens ne projettent pas beaucoup sur les robots de la capacité, donc ils se livrent beaucoup mieux. Ils se livrent beaucoup plus. Donc, il y a des recherches qui ont été faites sur les enfants, comparées s'ils étaient capables de livrer un secret de ce qui s'est passé dans la cour entre un robot, un agent virtuel et puis un humain. Ils vont se confier avec un robot, il n'y a aucun problème, alors que ça peut diffuser sur les réseaux sociaux, etc., qu'ils ne feront pas du tout avec un humain. Idem pour les coachs physiques. Vous savez, j'ai des collègues de l'université de South California qui utilisent des robots pour faire de l'animation de physique dans les EHPAD. Quand vous avez en face de vous un jeune homme super musclé, tatoué tous les bords avec des biscottos que ça, le petit vieux qui commence à avoir des petits problèmes de musculature, etc., il a du mal à se lancer. Alors que c'est la folie quand c'est un robot. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu des espèces de, enfin, je sais pas, 30 petits vieux qui gesticulent dans tous les sens, etc. Donc, il y a ce côté, du côté du sujet, il se lâche beaucoup plus, il est beaucoup plus confiant. Il aura beaucoup moins de difficultés beaucoup plus de facilité à se livrer. Ça permet aussi d'un point de vue diagnostic, hein. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment pour faire du diagnostic à la chaîne, ça permet d'être peut-être beaucoup plus rigoureux, et puis évidemment de faire ça à la chaîne parce que c'est crevant, hein. Donc la partie sympa ou la partie complexe de la remédiation cognitive, on laisse ça aux médecins. Et éventuellement, le robot, ça peut être une bonne alternative pour faire du diagnostic en chaîne. Je réactive mon micro. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que vous avez aussi peut-être des retours de médecins sur justement sur ce concept-là, cette idée-là de justement déléguer la partie diagnostic à un robot? Je pense que la plupart étaient enthousiastes parce qu'il y a vraiment on pourrait imaginer que dans des centres de soins, des choses comme ça, dans un coin, ou même carrément dans des EHPAD, à la demande, c'est vraiment la personne elle-même qui va, comme on va chez le photomaton, etc., en disant tiens, voilà. Et j'ai notamment été donc c'est pas à Turin, c'est à Milan. Il y a donc en Italie, il y a des centres qui sont nationaux, qui vont collecter, qui vont faire venir les gens de pratiquement tout le territoire national et qui sont vraiment spécialisés sur certaines maladies, on va dire, ou certaines compétences, hein. Ça peut être je sais pas moi, le remplacement de la hanche, etc., tout ça. Et donc j'ai été voir Humanities Research, qui était vraiment dédié à tout ce qui est remédiation cognitive, avec des gens qui font des séjours relativement longs, de plusieurs semaines. Pour eux, c'était intéressant justement de pouvoir mobiliser le corps médical sur de la remédiation et déléguer tout ce qui est évaluation, et avec justement des tests qui sont extrêmement reproductibles à des dispositifs robotiques. Et ils avaient beaucoup de dispositifs robotiques, que ce soit pour de la remédiation physique, de la remédiation mentale, de tout ce qui est par exemple vertige, beaucoup de réalité virtuelle, etc., justement pour faire du diagnostic.
D'accord. Et la réalité virtuelle utilisée aussi pour faire de la remédiation. Très bien. Alors, moi, je vais continuer à poser des questions. N'hésitez pas, dans le public, si vous avez d'autres questions. Et David, n'hésite pas à m'interrompre parce que tu es le maître du temps. Je me soumets donc à ta volonté. Une autre question qu'on pouvait se poser, vous avez évoqué à un moment donné dans la première vidéo que le robot, de par son design, on pouvait lui prêter finalement une certaine intelligence, avec notamment le déplacement de ses yeux, etc. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut voir ça comme une finalité ou comme un moyen? Est-ce qu'il y a un objectif qui est recherché à travers ça? Et une autre question qui en découle un petit peu, c'est est-ce que notamment vous avez eu l'occasion de comparer avec un robot qui serait entre guillemets défaillant socialement pour voir s'il y avait une différence dans les réactions, dans l'interaction humain-machine? Alors, évidemment, tout ça, ça tourne autour de ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, hein, c'est-à-dire comment je veux dire, le décalage qu'il peut y avoir entre ce qui est suggéré par l'apparence, qui est suggéré par la morphologie, et les conséquences de l'intelligence. Hein. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il a entre les mains. Et effectivement, l'idée, c'est de ne pas trop décevoir, c'est-à-dire que vraiment l'intelligence soit à la hauteur, ou que la morphologie soit à la hauteur de l'intelligence. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas uniquement... c'est-à-dire qu'on focalise beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui fait plutôt de l'IA générative. Hein. Maintenant, elle est très à la mode, mais c'était pas vraiment le cas il y a quelques moments. Donc, c'est vraiment... C'est des IA qui analysent en fait, en essayant de régénérer les observations, hein, à boucher des trous, à prédire voilà, de la classification, etc. Mais donc, on va dire, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment que le robot soit intelligent sur sa capacité à percevoir ou à comprendre l'environnement, mais qu'il soit capable de faire lire à ses partenaires humains cette connaissance. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y aurait beaucoup de frustration de la part des individus de se livrer ou d'avoir l'impression que l'IA absorbe et comprend beaucoup de choses sur son comportement verbal et non verbal, et que en retour, hein, c'est le contrat social, en retour, le robot ne se livre pas à cette compréhension en ligne de mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de cogiter, qu'est-ce qu'il est en train d'analyser. Parce qu'évidemment, les robots, ils ont des caméras HD, ils ont des lidars, etc. Ils peuvent regarder même ce qu'il y a derrière eux, sans avoir besoin de se retourner. Nous, on a besoin, enfin, je veux dire, le contrat social, c'est que notre regard se déplace. Hein, vous savez que dans les théories de l'esprit, on a une espèce, ce qu'on appelle une composante qui s'appelle EDD, Eye Direction Detector, qui est vraiment une partie de ce qu'on appelle le SAM, le Shared Attention Mechanism, qui fait que on partage avec autrui nos désirs, nos intentions, nos croyances, etc., parce que c'est directement lisible sur notre visage. Alors évidemment, vous allez me dire, le tissu qu'il y a sur Nina, c'est pas la peau, on n'a pas des expressions faciales, etc. Mais en tout cas, le regard, bon, Furat, par exemple, ils font de la... C'est un système qui fait de la lecture de regard aussi, puisqu'on a... Vous savez que l'idée, c'est qu'il y a une espèce d'effet, ce qu'on appelle l'effet Mona Lisa sur les écrans. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit, c'est ce que vous expérimentez quand vous êtes dans votre salon et que vous écoutez le journal télévisé, le journaliste, lui, regarde le téléprompteur, donc il est bien en face de la caméra, mais quel que soit l'endroit où vous êtes sur le salon, vous avez l'impression qu'il vous regarde. Donc, pour que la direction du regard, donc s'il regarde à gauche, bah, tous les gens ils pensent que c'est à gauche qui regarde. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une direction de regard qui est bien décodée, il faut que l'iris, etc., enfin, la texture, tout ça, soit sur une sphère. Donc, soit vous faites de la rétropropagation, de la rétroprojection sur sur un œil semi-transparent, etc., ce que fait Furat, etc., ou un certain nombre de têtes articulées, ce qu'on appelle les avatars à lampe, soit vous avez carrément des yeux articulés comme ce qu'on a. Mais voilà, il y a des espèces de conditions où vous ne livrez les intentions que parce que la morphologie est adaptée. Donc, c'est pareil sur les expressions faciales et des trucs comme ça.
La dégradation, non, c'est pas trop mon truc. Mais c'est la même chose. Si tu veux, maintenant, les voix sont des voix naturelles. Hein, il y a tout un volant de recherche. Moi, j'ai un collègue qui bosse là-dessus. C'est quoi la voix d'un robot? Pour l'instant, les voix de synthèse, en fait, c'est des voix naturelles qui sont copiées, mais vraiment avec une perfection incroyable, hein, avec les systèmes par diffusion. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on attend? Est-ce qu'on pense que le robot doit respirer, le robot doit pleurer, le robot doit rire, alors qu'il n'a pas de biologie, là, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas voilà, il n'a pas les poils qui se redressent, etc. Tout ça. Donc, c'est tout un courant où je pense que les SHS ont sûrement des choses à dire sur justement d'ajuster la qualité des signaux générés à la morphologie apparente du robot. Merci. Mais je suis sûr que Jeannette va en parler de tout ça. Peut-être. Peut-être ou peut-être pas. Voilà. Non, parce qu'elle est sur Mars, elle. Voilà. Ouais. Les rovers, ils ressemblent un peu moins à des humains. Dommage, il n'y a pas de martiens, mais bon. Il paraît, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Alors, je ne vois pas de dernière question, donc je me permets de poser la dernière question avant de passer la main à Jeannette. Alors, les participants à vos expérimentations, vous avez mentionné notamment l'expérimentation où les personnes téléopéraient le robot et souvent, elles ne se limitaient pas à juste regarder leur interlocuteur, mais elles regardaient un peu partout, une espèce de curiosité, voilà, de découvrir le monde sous un autre regard. Est-ce que, c'est peut-être important, mais est-ce que c'est des personnes qui étaient familières de la robotique ou des personnes qui ne sont pas du tout habituées à ce type de dispositif, qui ont piloté le robot? Et est-ce que du coup, par ce biais-là, vous avez observé une incidence sur leur manière d'utiliser le robot? Et un peu dans un découlement, est-ce que vous avez aussi pu reproduire ce dispositif-là, cette expérience-là, hors laboratoire, ou vous étiez uniquement limité au laboratoire pour des raisons matérielles? Non, il est sûr que Nina ne bouge pas. Hein, c'est un robot qui coûte 250 000 €, donc elle ne bouge pas, elle est sous clé. Donc souvent le pilote, enfin quand on a fait les expériences, on était plutôt intéressé par l'impact que ça a sur les sujets. Donc le téléopérateur, le pilote, souvent c'est la même personne. On a cette espèce de, si vous voulez, quand vous faites de l'interaction multipartie, many to many, ça commence à être un peu compliqué. Donc nous on fait plutôt du one to many, c'est-à-dire qu'on essaie de voir comment un pilote, avec son style, sa culture, s'adapte à différents interlocuteurs. Voilà, pour voir comment. Donc, ça permet aussi d'avoir un système de génération qui est homogène, qui est consistant. Voilà. Par contre, Nina, ça fait partie des circuits de démo du laboratoire. Donc, je pense que depuis 10 ans, on a dû voir, on ne tient pas ça à jour, mais environ 700 personnes. Qui ont pris la place du pilote. Et c'est la phase d'appropriation extrêmement rapide. Justement parce que il y a donc il y a évidemment on détecte l'orientation de la tête, qui est reportée sur le robot. La boucle, c'est à peu près la durée, le temps de boucle, c'est aux alentours de 100 millisecondes. Donc c'est quand même relativement rapide. C'est pas transparent, mais c'est assez rapide. On voit que les gens, quand même, ont une bande passante qui est un peu réduite par rapport au mouvement naturel, mais ça reste quand même très interactif. Et les yeux, c'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, cette impression de profondeur qui fait que quand on regarde un objet, on présente un objet comme ça qui est à 20 cm du visage du robot ou à 2 mètres, on voit bien qu'il y a une gestion de l'avergence des deux yeux qui est vraiment significative, qui est vraiment assez précise en plus de ça. Je veux dire, c'est de l'ordre de quelques degrés. Donc, cette exploration, on va dire active de l'espace, avec en plus de ça cette perception binaurale, hein, c'est-à-dire qu'on a le gauche-droite sur le son. Donc on a aussi cette capacité à explorer l'espace sonore par le fait qu'on a des pavillons d'oreilles qui sont homologues au pavillon humain.
on a une espèce d'immersion qui est très facile. C'est-à-dire que en l'espace de typiquement 2 ou 3 minutes, hein, les gens chaussent le casque de réalité virtuelle et ça y est, quoi. Ils sont capables de faire des larges mouvements, d'interagir en face. Il n'y a aucun, il n'y a pas les maladies du casque de réalité virtuelle. Donc les gens, ils sont capables d'interagir pendant une demi-heure et sans avoir, enfin, on n'a jamais eu de gens qui sont sortis malades de l'expérience. Donc voilà. Mais ça demande effectivement, c'était pas notre focus, mais ça demande des investigations plus avancées. Mais peut-être que pour les gens qui vont sur Mars, sauf que la boucle de contrôle, elle risque d'être supérieure à 100 millisecondes. Voilà, donc les capacités d'immersion sont compliquées dès qu'on a affaire à une transmission par réseau. Là, c'est en direct par câble. Merci beaucoup. Je pense que on pourra reprendre encore, vous pouvez poursuivre pendant longtemps, mais je crois qu'on va laisser la parole à Janet et puis on pourra reprendre ensuite les échanges tous ensemble. Bien sûr. David, je te laisse la main. Oh bah, tu peux directement partager ton écran, Jeannette. Oui, ça y est. Ça marche. Alors, et vous pouvez m'entendre? Oui, ça va bien? On t'entend. Très bien. Merci et merci beaucoup pour l'invitation et aussi merci pour votre patience avec mon français que j'ai appris à l'école en Canada il y a plein d'années. Alors, je suis sociologiste, j'ai passé une vingtaine d'années avec NASA en étudiant les équipes télérobotiques sur Mars et qui font les explorations du système solaire. Alors, aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une mission très populaire, très célèbre, Mars Exploration Rover, qui est déjà terminée, mais c'est ici où je veux commencer à proposer une sociologie des robots. Alors, une sociologie de robots, ça se pose quelques questions. Mes questions sont comment les gens travaillent en équipe avec les robots à grande distance. Alors, c'est une question de télérobotique, mais c'est aussi une question d'équipe, de travailler ensemble. Alors, ce sont les robots sociaux, mais ils ne sont pas une socialité de tête à tête, ils sont un robot du travail. Alors, et dans ce cas de travail, on travaille en équipe avec les robots à grande distance. Je voudrais aussi explorer quelques questions sociologiques, qualitatives, pas psychologie, pas cognition, tout ça, mais vraiment qui sont reliées aux questions sociologiques, à apporter la compréhension du travail homme-robot. Aujourd'hui, je commence avec le rôle des images qui sont une forme de données qui vient de robots dans le travail humain-robot. Alors, ce n'est pas seulement une question d'analyse visuelle, scientifique, mais c'est aussi une question de travailler encore avec une équipe à grande distance avec les robots. Et aussi, je parle comme l'organisation et la division du travail affectent les interactions entre les hommes et les robots. Alors, quand nous travaillons dans une équipe, et pas seulement tête à tête, et pas seulement dans les petites équipes, mais les grandes équipes, nos interactions changent à cause de l'organisation du travail. Et c'est ça que je vais explorer aujourd'hui. Je fais avec un cas du Mars Exploration Rover, qui sont 2 rovers, Spirit et Opportunity. Ils restent toujours maintenant sur Mars, mais ils sont non humanoïdes. Alors, ils sont comme une petite voiture, comme un Fiat ou quelque chose, avec les capacités très limitées autonomes. Alors, ils sachent s'il conduit, il y a un petit roche qui ne peut pas passer, il faut arrêter et demander encore des questions, encore des coordonnées. Leur capacité, c'est à improver, mais c'est toujours très limité. Alors, les gens sur la Terre, il faut prendre soin du robot et d'être très atténués à la situation du robot. Les 2 sont lancés en 2003. Ils sont arrivés sur Mars en 2004. Ils ont commencé la mission pour 90 jours, mais ça dure encore plus loin. Ils sont téléopérés par une équipe hétérogène entre les scientifiques et les ingénieurs, à peu près 150 aux États-Unis, en Europe et en Canada. Et ces gens-ci se réunissent quotidiennement pour
pour en parler des données de rover, des situations de rover, et de faire un plan et les décisions, qu'est-ce que le robot va faire demain. Et puis, commander le robot et le transférer au Mars. Et puis, le robot, quand les gens s'endorment sur la Terre, le robot se travaille. Alors, j'ai fait et vous pouvez voir ici, c'est pas exactement Zoom, ça fait encore 20 années, mais c'est comme ça qu'ils travaillaient ensemble avec les téléconférences et les vidéos. Et moi, j'ai fait des études ethnographiques entre l'équipe pour 2 ans de leur opération dans les 2000. Et c'est ça que j'ai entendu très rapidement quand je venais dans l'équipe, c'est que quand vous travaillez avec l'équipe pendant longtemps, vous apprenez à se mettre à l'œil de rover. Ou en anglais, ils disent « You learn to see like a rover ». Et pour un sociologique qui travaille avec les robots humains, les relations humains et robots, c'est très intéressant cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre à l'œil de rover? Et alors, aujourd'hui, je vais parler de comment s'associent trois façons, trois choses qui sont trois mécanismes sociaux. Premièrement, il faut travailler avec les visualisations numériques. Deuxièmement, de se prendre une incarnation robotique. Alors, c'est pas une projection de l'humain qui travaille sur Mars, c'est les humains à Terre se deviennent les rovers sur Mars. Et finalement, il faut apprendre le forme d'organisation sociale pour faire sens de cette situation de l'œil de robot. Alors, premièrement, les visualisations. Alors, les robots, ils sont équipés avec une douzaine d'appareils photo numériques. Ils prennent beaucoup de photographes de Mars, plusieurs pour faire les séances. Alors, et dans le livre, j'explique beaucoup comment ils font les séances avec ces images. Mais ils ont aussi des images qui sont utilisées pour la navigation. Alors, ils ont une distorsion un peu sphérique pour que le robot puisse voir s'il y a une roche ou s'il y a un problème ou un hasard, comment il va conduire. Et c'est très simple de prendre les images comme ça à la gauche, de mettre dans le software et d'exprimer un petit peu de code et puis ça se correcte pour les gens à voir comme une image régulière. Mais ils ne faisaient jamais. Ils utilisent toujours les images comme ça, avec la couverture du Mars. Et ils utilisent les images comme ceci à la droite, dans le laboratoire, en Terre, pour faire une correction internale, cognitive. Alors, pour eux, c'est la première façon de commencer à voir comment un rover, se mettre à l'œil d'un rover, c'est de savoir comment voir avec les images comme ça. Et les scientifiques, ils disent aussi, les objets dans le miroir sont plus proches qu'ils se paraissent. Je viens d'apprendre que cette expression n'existe pas en français, mais c'est exprimé sur les miroirs à chaque côté des voitures. Je ne sais pas comment on dit en français, mais les miroirs pour voir en envers, ils disent que c'est une distorsion. On ne peut pas avoir confiance que l'image, c'est le même qu'on peut voir avec les yeux. Les rétroviseurs. Rétroviseurs, merci. Alors, mais ils font aussi des transformations numériques avec les images. Les images comme ça, qui sont en 3 dimensions, sont bien utilisées encore pour conduire, pour les conducteurs et aussi pour les scientifiques. Et ils parlent pourquoi ils se mettent en 3 dimensions. Si vous jetez un coup d'œil en cela en 3 dimensions, vous pouvez voir comment cela vous saute aux yeux. Et la chose qui saute aux yeux, c'est les obstacles pour le robot. La taille de la crête et la pente de la crête. Mais ce n'est pas parce que je suis un humain qui explore Mars, c'est parce qu'il faut que je conduise le rover. Alors, il faut se mettre à l'œil de rover pour voir qu'est-ce qui se passe comme un obstacle. Alors, c'est une fonction de connaître Mars comme un étant robot là-dessus. Alors, on commence avec ces visualisations et les transformations numériques et aussi cognitives, mais très, très près-moi, ça devient une question de l'incarnation robotique. Alors, quand je parlais avec les gens qui travaillent avec les rovers, ils disent
bon, ils ont des sentiments de rover. La rover, il a fait quelque chose hier, alors je sais qu'il va s'en sentir de cette façon demain. Si je fais si je conduis pendant une longue durée, je suis un peu fatiguée la journée après, et c'est comme ça qu'il sent le robot. Il sent sa suspension et son tangage et ses roulis. Il sait qu'il est froid. Alors, les sensations qui sont le sujet de robot sur Mars. Il a un sens de toucher. Il touche les roches avec ses instruments. Vos yeux deviennent un peu le PanCam et les appareils photographiques. Et finalement, je suis un rover. Quand je travaille avec les rovers, je suis un rover. Mes yeux deviennent les caméras. J'ai aussi observé un danse de rover où les gens transforment leur corps comme le corps de rover. Ils se mettent ses bras comme ça pour approximer la sensation d'être le rover. Alors, cette femme que j'ai interviewée, elle a dit mon corps, c'est toujours le rover. Ici, la poitrine, c'est l'avant le rover. Mes aimants sont ici. Ici sont mes épaules et au corps, j'ai toutes les choses qui se dépassent ici en dos. Mais ça m'aide parce que si je prends une photo, il faut que je lève mes yeux en étant le rover et puis je lève la tête comme le rover pour faire les photographies. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est pas la même chose que anthropomorphisme. C'est pas, il y avait plein d'anthropomorphisme sur Mars aussi. On parlait souvent des robots, les personnalités des robots. Opportunity, c'est la fille un peu glamoureuse. Toutes les choses qui se paraissent sont parfaites pour elle. Ça va très, très bien. Mais Spirit, il faut être encore travailleuse. C'est plus dur. La vie est plus dure. Ou bien Spirit. Alors, ils avaient ces conversations au sujet de l'expérience humaine sur le rover. Mais ce qui est très important, c'est qu'il prend l'expérience de rover pour faire une histoire de leur expérience soi-même à la Terre. Alors, un scientifique que j'ai interviewé, elle m'a dit, un jour, je travaillais dans mon jardin et tout d'un coup, je ne sais plus ce qui se passe avec mon poignet droit, je ne peux pas le bouger. Tout d'un coup, j'arrive la prochaine au Meeting Rover et Spirit, la roue avant droite s'est coincée. C'est ça qui arrive avec mon bras. Je suis totalement connectée à Spirit. Et en même temps, un conducteur et un ingénieur disent, oh, curieusement, je suis bousillé l'épaule jusqu'au moment que le bras de l'opportunité commence à avoir des problèmes. Aussi, je suis cassé l'orteil juste avant le roue de Spirit se brise. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de magie, mais c'est quelque chose d'inconscient, je ne sais pas. Et j'ai entendu plusieurs histoires comme ça qui prennent l'expérience de rover, pas seulement sur sentiment, sur Mars, que ça soit froid ou que c'est difficile à conduire, mais que l'expérience de rover fait sens de leur expérience soi-même sur Terre. Alors, on a premièrement ces visualisations qu'il faut utiliser pour travailler avec le rover, qui devient un sentiment d'être leurs yeux propres sur Mars et de prendre l'incarnation de robots sur soi-même, sur les êtres humains qui sont à la Terre. Mais finalement, il faut, pour faire sens de tout cela, nous savons qu'il y a une relation entre la vision et aussi l'incarnation. Avec les autres scientifiques qui travaillent avec les protéines ou avec les cerveaux, les images des cerveaux, ils font un sens d'incarnation quand ils travaillent avec ces images. Alors, c'est pas exactement une question de savoir qu'est-ce qui se passe sur Mars avec ces images-là. Il faut les apprécier dans le système social. Nous savons en sociologie, grâce à Durkheim, qui est un sociologie très fameuse fameux français, que la division du travail dans une société sert aussi à une relation sociale. Alors, on ne divise pas seulement le travail pour les décisions économiques, mais parce que ça donne un sens de solidarité aux membres de la société. Et dans le système, il y a plusieurs des robots qui se travaillent dans le système solaire, mais avec ces robots-ci, le PI, l'investigateur principal, a décidé que l'équipe va fonctionner sans hiérarchie et faire les décisions par consensus. Alors, ils sont
un collectif qu'il faut faire toutes les décisions ensemble et pour que ce soit tout à fait, tout le monde est agréable au sujet de qu'est-ce que le robot va faire sur Mars la journée après. Alors, c'est un système d'organisation très particulier et ça fonctionne dans des cas très spéciaux. Mais ici, j'ai vu que le robot soi-même est aussi envisagé comme une partie du collectif et que tous les parties du robot sont les membres de l'équipe ne sont pas responsables d'un petit morceau de robot et un morceau là, mais le robot soit un couteau suisse avec plein de capacités et tous les gens puissent utiliser n'importe quoi sur le rover. Alors, le rover, c'est un sens unique et aussi un sens unique à l'équipe, à la Terre. Quand ils font la décision dans les réunions du quotidien, ils disent à la fin de la réunion, la chose la plus importante, c'est que les gens aient un sentiment de s'approprier le plan. C'est une question d'autonomisation. Ou en anglais, it's a question of empowerment. Alors, tous les gens dans l'équipe doivent avoir une sensibilité, qu'ils ont le pouvoir de dire n'importe quoi, de l'importance pour la direction du rover, mais aussi que le rover appartient à tout le monde dans l'équipe. Il faut fonctionner comme une équipe. Et à la fin de la réunion, il se passe à tous les gens qui sont sur la ligne, ils demandent, êtes-vous content avec le plan? Et puis, il faut dire, je suis content. Vous pouvez l'essayer dans votre réunion prochaine. Mais c'est très difficile à faire parce qu'on ne peut pas demander à n'importe quel groupe, est-ce que vous êtes content? Parce qu'on n'est jamais toujours tout à fait content. Mais ça veut dire que ici, c'est un système d'organisation, une micro-société qui travaille toujours ensemble et qui bouge ensemble comme équipe. Alors, dans cette situation, se mettre à l'œil de robot a quelques properties. Propriété, Propriétés, ouais. caractéristiques. Caractéristiques, oui, qui sont reliées au système d'organisation de l'équipe. Premièrement, il faut se mettre à l'œil de robot pour être préparé pour le travail. Et quelqu'un m'a dit, oh, je dois littéralement être ce véhicule, c'est le but de toutes les visualisations que j'utilise. Il s'agit de pouvoir intuitivement prendre les décisions. Vous allez recevoir les questions à la volée, vous devez répondre à la volée. Alors, vous n'êtes pas vous, vous êtes le rover. Vous pensez comme le véhicule. Il faut être le rover pour se mettre dans le cas de faire des décisions très rapides. Alors, premièrement, il faut se mettre à l'œil de robot pour faire le travail. Mais deuxièmement, il faut aussi se mettre à l'œil de robot pour faire les décisions et former du consensus entre l'équipe. J'ai vu ça tous les jours quand les gens veulent faire quelque chose sur Mars, il fallait prendre une décision où toute l'équipe soit ensemble. Alors, dans cette situation-là, ils ont pris une image sur Mars, ils ont utilisé des transformations numériques pour voir qu'il y a un petit col ici il faut traverser. Alors, le scientifique, il dit, vous avez montré un rampe de l'accès qui semble inaccessible ou difficile, mais j'essaie de montrer avec les images ici, c'est peut-être une alternative. Avez-vous regardé? Les ingénieurs, ils disent, nous avons examiné toutes les approches sud, nous ne pensons pas qu'ils soient viables. Nous ne voulons pas rester coincés dans un endroit où nous ne pouvons pas récupérer. Alors, on a un problème parce qu'un scientifique veut faire quelque chose, un ingénieur dit non, et on ne peut pas prendre le consensus. Alors, un autre scientifique dit, alors, peut-être s'il y a une alternative ici, on peut approcher ce domaine comme ça parce qu'il a l'air très accessible pour le robot. Alors, ils ont formé le consensus autour de cette option. Mais je veux vous démontrer deux choses. Premièrement, que voir comme le rover, c'est une situation qu'il faut former comme l'équipe. Ici, ils ont fait les transformations au numérique et puis ils demandent est-ce qu'on peut se voir comme le rover comme ça? Non, non, c'est pas possible, c'est encore pas possible, c'est pas passable pour le robot. Alors, peut-être c'est comme ça qu'on peut fonctionner. Et deuxièmement,
voyez l'utilisation de nous. Nous sommes sur Mars. Alors, quand le conducteur de nous dit nous, il veut dire, premièrement, oui, nous, les conducteurs de rover, les ingénieurs, mais aussi nous ne voulons pas rester dans un endroit où nous ne pouvons pas récupérer. Le nous, c'est aussi le rover. Et j'ai trouvé en anglais, ils utilisaient le pronom nous, ou en anglais oui, pour dire tous les jours, c'est ça le rover, c'est nous, le oui. Nous sommes sur Mars avec le rover. Et troisièmement, avec Durkheim, il y a un processus qui s'arrive avec les équipes et les groupes qui sont plus collectifs. Et c'est un processus de totem ou totémique, où il y a un animal ou quelque chose, sorte de caractère qui tient un caractère moral et social pour l'équipe. Et dans cette situation, le robot fonctionne comme un totem pour l'équipe parce qu'il n'exprime pas seulement les décisions de l'équipe et les expériences de l'équipe, mais aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre soin. Et si l'équipe fonctionne bien, le robot fonctionne bien. Alors, dans l'équipe, il pense que les décisions qui sont prises en équipe avec le processus de consensus sont les meilleures décisions pour la science et aussi pour le rover. Alors, les relations de solidarité sont très, très, très fortes entre l'équipe et aussi entre l'équipe et le rover. Et on peut le voir quand les ingénieurs disent, oh, bon, on a des membres nouveaux qui sont venus, ils ne sont pas assez fortement qu'une seule erreur va ruiner tout. Un seul jour n'entendrai plus jamais du rover. Alors, il faut être bien connecté aux situations du rover parce que la moralité de l'équipe, c'est de prendre soin de ce rover, de ce véhicule. Et deuxièmement, un autre membre de l'équipe qui disait le rover, c'est comme la colle, it's like the glue, qui lie équipe ensemble pendant sa construction sur la Terre. Et cette connexion se déplace dans le domaine logiciel et aussi dans nos esprits et la dynamique de l'équipe. Alors, une fois que les rovers quittent la Terre, il nous reste seulement notre équipe. Alors, la situation, dans cette situation collective et consensus, processus de consensus, sont très importants pour développer le sens de solidarité entre l'équipe et aussi entre l'équipe et le rover. Alors, quand on se met au l'œil de rover, au l'œil de robot, dans ce cas-ci, on prend ensemble les visualisations, l'incarnation du robot et aussi la forme d'organisation sociale. Et c'est comme ça qu'ils travaillent sur Mars. Alors enfin, premièrement, les visions robotiques de se mettre à l'œil de robot, c'est un achèvement. C'est pas seulement les données, c'est un achèvement et une représentation en ce cas collectif. Et si on commence à voir comme le rover, c'est un ressource, c'est un produit dans le politique de consensus avec l'équipe sur la Terre. Et c'est peut-être plus facile à la voir parce que le robot, c'est à telle distance. Si le robot était dans la chambre, c'est plus difficile à voir, ou si c'était dans la chambre, c'est plus facile de communiquer avec eux-mêmes. Alors, c'est difficile à voir les fonctions de l'équipe. Mais quand il est à grande distance, la situation de l'équipe devient de plus en plus importante et visible à l'analyste. Et aussi que les images ou les données ne contentent pas seulement à l'aider l'action robotique, mais bien sûr, c'est important pour conduire le robot, mais s'ils sont conçus et lus dans un contexte organisationnel. Et je viens de l'explorer encore plus dans le deuxième livre qui s'appelle Shaping Science, avec une situation avec une autre équipe de NASA où je peux faire une comparaison. Mais nos sentiments vers les robots, intéressant, sont pas, et nos relations entre eux-mêmes ne sont pas seulement une fonction de leur conception ou de psychologie, c'est aussi une fonction sociologique de notre organisation sociale. Et le sentiment que l'équipe tient pour le robot, c'est unique à l'organisation. Et j'ai trouvé que dans les autres situations avec les autres, même le même sorte de robot, mais s'il y a une variation dans l'organisation sociale, on trouve que les relations et le sens de solidarité entre l'équipe, mais aussi le sentiment vers le rover, se changent. Alors,
si vous voulez voir plus, il y a un autre livre, mais pour aujourd'hui, je laisse ici et je demande des questions. Merci bien et encore merci pour votre patience avec le français. Merci beaucoup. Au contraire, merci à vous pour cet effort d'avoir présenté en français. C'était, pour vous rassurer, tout à fait compréhensible et c'était Merci. très intéressant. Merci beaucoup. On va prendre les questions dans l'audience. En attendant, je sais que on a un petit fichier commun avec David. Il en a 1000 à poser. Oh, Donc, oh. David, tu peux initier peut-être si tu veux. Hop. Euh, Bon, je vais commencer avec une seule en espérant qu'il y ait d'autres questions. Alors, vous avez parlé d'une équipe qui fonctionne comme un seul homme, pas de hiérarchie, des décisions par consensus, Ouais. des réunions tous les jours. Ça, c'est le discours. Est-ce que vous, sur toute la période où vous étiez sur le terrain, vous avez vu que derrière les discours, il y avait une espèce de hiérarchisation Mm. implicite entre les membres qui se mettaient en place, qui pouvait être par exemple liée soit à leur maîtrise ou leur compréhension du fonctionnement du robot, soit en fonction, je sais pas moi, quand on est en situation d'urgence, la hiérarchie se remet en place et on remet des Mhm. personnes prioritaires, etc., etc., ou Mhm. vraiment ils prennent des décisions, ils mettent des réunions pour chaque décision, etc., etc. C'est une question importante. Bon, c'était pas sans hiérarchie totalement. Il y a toujours un petit hiérarchie. Dans ce sens, c'était plus senti comme la responsabilité. Alors, il y avait les gens qui sont les leaders pour les appareils photo, les instruments, etc. Mais même l'investigateur principal, il a pris un rôle de leadership qui est pas faire les décisions, mais assister l'équipe à prendre les décisions ensemble. Alors, c'était modélé, c'était cette forme d'interaction est bien la forme de ce qu'on fasse quand nous faisons le travail dans l'équipe. Et c'était très intéressant pour moi parce que quand je sortais de l'équipe et je commençais à travailler avec les autres équipes de NASA, j'ai vu les mêmes personnes, les mêmes personnages qui sont mis dans les autres équipes et dans les autres situations organisationnelles. Et leurs interactions sont différentes. Leur personnalité est différente. J'ai trouvé un exemple avec un homme qui me dit, il a pris un rôle dans l'équipe pour euh, se conduire quelques réunions. Et alors, il était le leader des réunions. Et il me dit, la chose le plus important, c'est pas, il sait qu'il a une voix qui est un peu fort et un peu dure. Alors, quand il parle au téléphone, il met un sourire ici parce que si on peut entendre le sourire par le téléphone pour que tout le monde sache qu'il est ouvert à n'importe quoi. Et ce Jean-là, il était avant d'être un scientifique, il travaillait dans l'armée comme un commandant des tanks. Like OK. Alors, c'est une situation où l'interaction changeait dans la situation de la réunion et des meetings. Alors, ça veut dire, le consensus, c'est difficile. Certaines fois, c'est très, très facile. On sait qu'en face, ici à Mars, ils ont un système de faire quelques décisions dans certains meetings qui sont les décisions plus longtemps, lointains, et puis les décisions qui sont stratégiques, qu'est-ce qu'on fait demain, dans un grand sens du plan, mais ils utilisent le consensus. Mais quand je travaillais avec les autres équipes, j'ai vu les gens qui sont dans les autres ordres, les autres instances sociales, et c'était très différent. Ils ont une personnalité très différente. Et même les gens qui sont les bons amis, euh, là-bas, ici, ils ne sont pas des amis là-bas. Dans l'équipe, ils fonctionnent comme une équipe. Merci. On avait une question aussi, à moins que David veuille rebondir, mais je crois pas. Une question de Guillaume Morel. Bonjour. Oui, merci. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation absolument fascinante. Je pense qu'on est plusieurs à être très jaloux du fantastique terrain que vous Ah, avez pu faire merci. à la NASA. Moi, j'avais des questions. J'ai une question un peu double par rapport à vos observations sur l'incarnation robotique. Mhm.
Et je voulais savoir si vous pensez d'abord que les modalités d'utilisation de ces images, de cet œil, Mhm, mhm, avaient une situation particulière de dépendance de l'équipe par rapport à cette image, mhm, assez inhabituelle, qui renforçait cette incarnation, en ceci que, d'une part, on voyait des images qu'on n'avait jamais vues, que les humains n'avaient jamais vues, c'est-à-dire oui, que on explorait un monde complètement inconnu et donc on n'avait pas de référence ou on manquait de référence pour interpréter ces images et ça crée une première situation de dépendance. Et la deuxième, c'est que en robotique, c'est pas François Chomette qui est ici qui me contredira. On essaye d'utiliser de la vision en temps réel pour faire bouger les robots par mhm, le principe de mhm, l'asservissement visuel, alors que là, les délais sont très longs et il faut décider d'une stratégie ancienne en robotique qui est le look and move, mhm, dans lequel il faut être sûr de tout ce qu'on voit pour ensuite décider d'une action. Donc ça, c'est une première difficulté. Est-ce que la dépendance à l'image des gens favorise cette incarnation? Et la deuxième, c'est un peu la contradiction qu'il y a entre cette incarnation, qui est donc une question d'engagement de son corps ou de projection de son corps, et les dimensions sociales que vous avez évoquées, puisque en fait, c'est mhm, toute une équipe pour un seul œil. Et donc, mhm, mhm, comment cette dimension d'incarnation, elle se propageait dans une équipe? Est-ce que ça favorise ou au contraire distancie les opérateurs par rapport à cette incarnation? mhm. Très bien, merci. D'accord. Premièrement, oui, c'est un terrain inconnu, mais pour les gens qui travaillent sur Mars toutes les journées, quotidiennement, c'est un terrain très familier. Alors, pour moi-même aussi, quand je travaillais avec l'équipe, j'ai aussi de me mettre à l'œil de rover, mais aussi avoir une familiarité avec Mars. Comme c'est là où on travaille chaque jour, c'est la même chose de votre commute ou quoi, je ne sais pas. Alors, euh, oui, dans un cas, c'est l'exploration et il y a beaucoup d'excitement, mais il y a aussi un quotidiennement situation avec les images. Alors, mais ce qui est très important, c'est que le, les- le fonction de l'équipe et le travail de l'équipe. Alors, les images pour la navigation sont la propriété des ingénieurs. Parce qu'il y a quelques appareils photo qui sont seulement pour les ingénieurs et seulement pour conduire, spécialement avec le sphérique et tout ça. Mais ils ont quelques appareils qui sont seulement pour les ingénieurs. Mais dans le contexte de l'équipe de MER, de Spirit and Opportunity, euh, ils sont tous partagés parce que c'est une économie planifiée, c'est un collectif. Alors, tous les parties de robots, ça appartient à tout le monde. Alors, les images sont partagées et même les images des appareils numériques qui sont pour la science, parce qu'ils avaient les PanCam qui font les grosses images qui sont sur dans les papiers, tout ça. Euh, Ça, c'est aussi partagé avec tout le monde dans l'équipe. Alors, c'était comme les données visuelles sont partagées, ils sont aussi partie de le collectif et de l'expérience de Mars avec le collectif. Now, ce qui est important, c'est que quand Curiosity s'est arrivée à Mars, c'était différent. Parce que, premièrement, elle est plus grande. Alors, quand elle est décrochée sur Mars, ses yeux sont ouverts. C'était une expérience très bizarre parce que on voit comme un autre être robotique. C'était un autre corps. Et c'était un corps très défamiliarisé. Alors, Mars, c'était le même, mais c'était comme si on a grandi de mettre quelque chose comme ça. Alors, c'était très différent. Et aussi, le robot, elle est très musclé et tout ça. C'est vraiment, c'est une expérience très différente. Mais deuxièmement, Curiosity, c'est plus grand et il a une relation sociale qui est très différente. C'est plus hiérarchie et c'est plus à partitionner. Alors, cet instrument, ça appartient à toi et cet instrument, ça appartient à vous et on ne partage pas. Alors, l'expérience de Curiosity, c'était pas non seulement d'être dans un autre corps,
de Robert, mais aussi dans notre corps humain, entre les relations qui sont si différentes. Alors, les images, même si c'est c'est des images d'une même planète, ils ont une fonction très différente dans l'équipe. Alors, c'est pas seulement que les images soient utilisées pour naviguer, c'est aussi que les images qui sont utilisées pour navigation sont partagées. Et parce qu'avec Curiosity, les images qui sont utilisées pour navigation, mais sont utilisées un peu ici et là-bas, mais c'est vraiment pour les ingénieurs. Les autres images, c'est vraiment pour eux. Les autres images et les autres données sont pour les autres. Alors, l'expérience, c'est vraiment, on ne peut pas distinguer des relations sociales. Et la deuxième question, oui, c'est un seul œil, c'est un seul robot sur Mars. Et si je parlais avec les membres de l'équipe, c'est la fonction le plus naturelle pour eux. Ils disent, on a un seul robot et alors il faut faire comme ça. Il faut bien être ensemble parce qu'il faut être ensemble dans le corps de robot. Mais Curiosity, c'est pas la même chose du tout. Il ne fonctionne pas comme ça. Et l'expérience sur l'équipe, c'est très, très différent. Et la relation avec le robot, c'est très différent. Et j'ai trouvé que c'est pas vraiment à cause d'avoir le seul œil du robot. Parce qu'avec Curiosity, c'est comme être dans les Nations Unies, quelque chose comme ça, avec tous les différentes parties et aussi avec Perseverance. Alors, mais j'ai trouvé les mêmes relations avec New Horizons. C'est notre robot qui vient de visiter Pluto, oui, c'est Pluto, la planète. Il était une planète, maintenant il n'est plus une planète. Il est de très, très grande distance. Alors, c'est un orbiter, ça ne conduit pas, il va dans l'espace, il passe autour de la planète et l'atmosphère, mais il a aussi une équipe qui est reliée ensemble avec les relations sociales qui sont très, très proches et aussi qui partagent les données partout. Alors, eux, ils ont aussi un œil du robot. Mais là, c'est vraiment à cause de les relations sociales et aussi un petit peu les techniques, mais c'est pas parce que c'est pas à cause d'être une certaine sorte de robot. Does that answer your question? OK. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on Merci. aura encore plein de questions, mais peut-être qu'on va passer au débat, enfin au débat, à l'échange plutôt, plutôt Débat. que débat. Euh, donc David, peut-être tu peux reprendre la main. Tu avais Ouais. peur, il me semble. Hop. Bon, je vais pas être très rapide, mais on peut s'éloigner des questions posées. On avait prévu deux questions. Voilà. La première question, c'est quel compromis vous avez pu voir dans vos recherches entre la bonne autonomie du système et en même temps le contrôle humain dans la téléopération. Est-ce qu'on met, quels IHM on met, comment on gère tout ça, etc. Et ensuite, on en a parlé plusieurs fois, mais peut-être l'approfondir, c'est comment la téléopération va-t-elle reconfigurer notre rapport au corps, à l'espace, à l'action, etc., etc. Voilà. Peut-être sur la première question, est-ce qu'il y en a un de vous qui souhaite intervenir en premier et approfondir ce qui a déjà pu être dit? Je crois qu'on a beaucoup en commun avec Monsieur Bailey. Vous parlez de nous attendons pas le moment où les robots doivent, sentir toutes les choses parce qu'on a maintenant, nous avons des relations avec les robots et qu'on puisse, je crois que la situation avec les robots sur Mars et n'importe où dans le système solaire, c'est que le, le contrôle humain a vraiment, bon, le contrôle humain, c'est très important parce que c'est dans le contrôle humain que nous trouvons les relations sociales avec le rover. Alors, j'ai trouvé que quand le robot devient de plus en plus autonomique, il devient de plus en plus autonomique, s'il n'y a pas une fonction pour l'équipe, l'équipe ne peut pas fonctionner et ne peut pas fonctionner avec une relation de soin avec le robot. Alors, ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que les robots ne sont pas du tout humains ou humanoïdes, mais nous avons des relations avec eux qui sont très profondes.
mais quand les robots sont mouris sur Mars ou à Saturne ou n'importe où, bon, ils ont une réunion funéraire. Ils ont, bon, les gens sont très, c'est une situation très émotionnelle. Alors, si on développe de plus en plus de fonctions qui sont autonomiques ou bien de plus en plus de fonctions qui sont de plus en plus humanoïdes, je crois qu'on prend l'espace de l'équipe ou des hommes ou des personnes qui travaillent avec le robot pour faire ces relations qui sont très importantes pour eux et d'avoir les histoires ou la situation de faire sens du robot comme quelque chose qu'on prend du soin, qui est notre membre de l'équipe, etc. Alors, il ne faut pas que le robot soit totalement autonomique pour que nous avons des relations qui sont très profondes. Et deuxièmement, que le plus autonomie que le robot devient, c'est le moins qu'on puisse avoir ces relations qui sont si importantes pour le fonctionnement du robot. Parce que dans ce cas-ci, les robots, c'est pas seulement à cause d'être si bien conçus qu'ils ont survécu une dizaine d'années, c'est aussi parce qu'ils sont si bien, les gens prennent soin d'eux. Ouais. Ouais. Mais à vous. Bon, moi j'ai un peu, bon, je vais pas rentrer dans ce débat sur on va dire l'empathie on a des empathies sur notre voiture, sur plein de choses, enfin sur des objets qui font partie de notre quotidien. Donc c'est normal qu'on projette, je veux dire, on projette sur le robot rover des choses qu'on projette sur n'importe quel objet du quotidien, que ça soit l'électroménager, la voiture, etc. Moi, je reviens surtout sur cet aspect qu'on a en commun, c'est l'aspect perception de scène. À mon avis, je sais pas, moi je fais vraiment mon avis de béotien. En plus de ça, ça va n'impliquer que les gens qui croient ce que je raconte. Je pense qu'on pourrait quand même un peu améliorer cette notion de point de vue. C'est-à-dire que quand vis-à-vis d'une scène, chaque personne va développer un point de vue qui va contribuer à sa décision. Hein, sur une scène audiovisuelle, bon là il n'y a pas d'audio, mais une scène visuelle, le fait qu'on ait une perception active, c'est-à-dire qu'on va explorer la scène par notre vision binoculaire, par le fait qu'on va sélectionner dans l'image différents aspects. Ça c'est à mon avis quelque chose de très important qu'il n'y a pas forcément dans votre dispositif. Et je pense que ça, c'est des trucs qui pourraient être travaillés dans cette perception 3D de la scène. C'est des choses qu'on avait un peu explorées sur la navigation. Hein, quand vous conduisez une voiture, vous sollicitez toute la chaîne de l'attention qui va du torse au mouvement de tête, au regard. Il faut évidemment, si à chaque fois que vous avez un panneau de signalisation, et il faut que vous tourniez l'ensemble de votre chaîne d'attention pour regarder le panneau, en général, on finit on quitte la route. Donc, c'est aussi pour ça que la chaîne d'attention, elle est aussi complexe. Ça passe par la colonne vertébrale, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de déploiement de la chaîne d'attention qui nous permet de faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire de conduire et d'observer l'environnement en même temps. Et ça, peut-être que c'est des choses qu'il faudrait peut-être développer. Enfin, moi, j'ai des contacts avec les gens du CEA qui font ça pour la téléopération de bras articulés. C'est important pour la vision de pas uniquement avoir une seule image, mais peut-être d'avoir une resynthèse tridimensionnelle qui fait que ce qui apparaît à l'écran, y compris dans des casques de réalité virtuelle, c'est fonction de là où on porte l'intérêt. C'est-à-dire que chaque personne va explorer cette scène 3D qui est fournie par le robot de manière différente,
va rechercher des détails d'objets en fonction un petit peu du scientifique, du technicien, etc. Tout ça. Donc cette manière d'explorer la scène qui est active, hein, où la chaîne de l'attention, le regard, la tête, tout ça sont sollicités. À mon avis, ça, il faut le restituer. Il faudrait qu'on soit capable de manière dans le casque de réalité virtuelle, en telle opération, qu'on puisse recréer une vraie exploration spatiale. Et qu'on ne soit pas en train de regarder la télé pour dire les choses, quoi. C'est ce que vous nous avez décrit là, c'est pratiquement des gens qui regardent une télé. Alors, c'est pas comme ça qu'on explore, en fait. Enfin, je veux dire, on essaie de persuader que nos gamins, il faut qu'ils soient... je me souviens du plongeur de Cousteau, là, qui hier soir nous racontait que explorer la mer, c'est pas regarder le film de Cousteau sur les profondeurs. Il faut plonger, il faut si on veut comprendre la biologie sous-marine, il faut être dans le milieu et pas observer ça via une caméra ou regarder un film. Donc il y a, je pense, ce côté téléimmersion qui ne sera possible, qui doit être rendu possible par le fait qu'on a on restaure une perception active de l'environnement. Là, j'ai l'impression enfin, je suis désolé, hein, mais on a l'impression que c'est de la technologie qui a été développée, qui a été envoyée dans les années 90, et on a quand même fait quelques progrès depuis, et ça serait peut-être bien de réactualiser la manière dont on travaille, y compris dans la NASA. Et c'est ça, c'est un peu dur, hein, mais voilà, je sais pas si les roboticiens qui sont dans l'audience me suivront, mais je trouve que c'est quand même un peu old way, quoi. Ouais, je suis I think we agree. Je veux dire oui. Aussi parce que quand je travaillais avec les rovers, les gens disent, même si ça existe sur l'écran, c'est pas un video game. Ben non. On ne joue pas, c'est pas la télévision. Nous sommes sur Mars. Alors, ouais, mais ils sont obligés de se faire une émulation, tu vois. Mais c'est parce que les sens, ils sont appauvris, quoi. Donc oui, peut-être que ce que toi, tu essaies de mettre en valeur, c'est effectivement cette implication, cette émulation cognitive, mais c'est peut-être parce que la perception elle-même est très, très appauvrie, quoi. Donc il y a peut-être un travail à faire sur améliorer un petit peu cette perception de l'espace. Oui, ce que tu mentionnais sur la perception de la profondeur, si tu veux, tout ça, tu es obligé de le restituer par une simulation mentale, parce qu'elle n'est pas là. Oui, mais je veux dire aussi que parfois on essaye d'assister avec l'assistance technique qui est dans gets in the way. Alors, on ne peut pas faire les relations sociales ou les autres histoires qui sont parties de l'immersion. Voyons, j'ai un ami qui travaille avec les voitures qui sont de plus en plus autonomiques et elle trouve que, vous voyez, je ne sais pas comment ça va en France, mais ici on a les voitures qui se conduisent. Et il trouve que les gens, si on fait le auto-conduire, ils s'endorment. Alors, ils ne peuvent pas, ils sont dégagés de la voiture. C'est le but. C'est ça, mais si on veut être... Bon, c'est pas exactement le but parce que parfois, ça ne fonctionne pas et il faut qu'on se relève et soit tout à fait immersé de tout d'un coup pour faire une différence. Mais vous voyez, je veux dire, l'immersion, parfois, il faut que cette immersion soit supportée techniquement. Et même si on n'a pas tout l'appareil technique pour le faire, parfois on utilise les technologies qui sont problématiques pour l'immersion, même si on pense qu'on vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Mais si tu veux, quand même, j'ai l'impression, Janet, voilà, on s'appelle par notre prénom, j'ai l'impression, Janet, si tu veux, que l'appauvrissement de la sensorimotricité, qui est dû à plein de choses, hein, qui est aussi par la limitation, elle est compensée par cette simulation sociale. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé, en fait, l'humain, il se démerde pour aller compenser, en fait, de manière mentale,
l'appauvrissement de ses sens. Donc, Oui. bon, bah, tu peux toujours faire de la sociologie et puis d'interroger les gens, se dire que c'est super, qu'ils compensent ça par de l'action collective, etc. Il y a quand même un deuxième axe de travail qui est sur essayer d'améliorer la sensation opérationnelle, quoi, enfin l'opérationnel. Oui, Pour mais même si rebondir on est... sur ce point, j'ai une question un peu à vous Dire deux les pour choses, hein, ouais. faire la synthèse et rebondir sur les deux. Vous aviez parlé, Jeannette, à un moment que les ingénieurs avaient d'autres dispositifs de captation et de perception de l'environnement. Est-ce que notamment ils ont des caméras déportées pour voir l'environnement en 3D autour du robot, par exemple s'il y a un caillou sous une roue, etc., pour se dégager, pour mieux saisir leur environnement? Oui. Et inversement, Gérard, est-ce que vous, par exemple, vous avez essayé de mener vos expérimentations avec une caméra déportée qui permettrait d'expérimenter la téléopération, être dans un corps humain, mais en troisième personne ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez vu des distinctions dans la compréhension de l'environnement, d'action, etc.? Je veux dire, à NASA, premièrement, quand je faisais le travail, il n'y avait pas le virtual reality comme aujourd'hui. Alors, Ouais. ils utilisaient le 3 dimensions, mais c'était toujours avec 2 dimensions, avec les lunettes particulières. Bon, ils sont comme Réalité cela, virtuelle, comme ça. non. Ah oui, non, d'accord. Remember? Um, Alors maintenant, ils sont en train de faire des choses qui sont plus immersives. Et aussi, mais ce qui est très intéressant, c'est que les ingénieurs qui font ces technologies maintenant, ils ont lu mon livre et mes papiers, alors ils utilisent l'expérience que je parlais pour développer une situation immersive, mais avec du soin aux situations de l'équipe. Parce que vous avez raison que bien, c'est une situation impoverie, it's a impoverished situation. Il Oui. faut Oui. ils utilisent leur corps et les histoires et tout ça pour récompenser. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que la manière dans laquelle ils font cela, c'est dépendant sur l'organisation. Parce que les gens qui travaillent avec Cassini-Huygens, les gens qui travaillent avec Curiosity et Perseverance, qui ont une situation plus de hiérarchie et de plus distance entre les équipes, ils font ces relations très, très différemment. Et aussi, c'est aussi une situation pauvrie où ils ne peuvent pas avoir tout le sensorium du rover ou du robot, mais ils ont une façon d'écrire les choses qui nous manquent d'une façon différente que les gens qui ont une équipe collective. Et maintenant, j'ai quelques exemples des équipes collectives qui font comme ça et les autres équipes qui ne sont pas, qui font différemment. Alors, c'est la manière dans laquelle nous faisons sens, nous utilisons notre phénoménologie pour comprendre ce qui s'arrive avec les robots. C'est dépendant sur l'organisation. Et c'est difficile à voir dans un laboratoire aussi, tête-à-tête, parce que c'est une relation différente, ça. Mais quand nous sommes dans des équipes, on a we have behavior qui soit différent. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas seulement... Non, mais je veux dire, je suis convaincu que la chasse en meute, c'est vachement intéressant parce que justement, maintenant on a un fusil, donc on n'a pas besoin de chasser à 27. Ce qui était sûrement le cas quand on n'avait pas de fusil et qu'il fallait chasser le mammouth à 25 personnes. Donc voilà, enfin, je veux dire, évidemment que quand les moyens d'action sur l'environnement sont limités, il y a le bénéfice de l'interaction sociale, etc. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, c'est un peu évident. Mais enfin voilà, moi, mon axe de travail, ça serait pas, Ça va. voilà, ça serait, ouais. Ça serait plutôt améliorer la prise de décision et enfin, je veux dire, la discussion c'est très bien, mais il faut que l'intérêt c'est que cette discussion elle soit le plus informée possible de différents points de vue. Et si tous les points de vue ils résultent simplement d'une vidéo, c'est un peu compliqué. Voilà ce que je dis. Ça. Oui. Autre question? Donc voilà. Et Gérard, du coup, vous avez expérimenté, vous, la téléopération d'un humanoïde, mais en vision déportée ou non? Non, ça, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Enfin, je veux dire bon, on n'a qu'une vie, hein, donc non, autant faire des choses le plus propre, le plus intéressant possible, oui. Ouais.
Ben, il y a déjà des gens qui font des choses pas bien, donc moi, ça m'intéresse pas de faire des choses pas bien. Donc, si je peux faire des choses qui sont justement euh, ben voilà, qui exploitent notre intelligence. Si vous voulez, l'intelligence, on parle toujours d'intelligence artificielle. L'intelligence, on sait de quel côté elle est. Enfin, je veux dire, dans l'IA, c'est les prompts, c'est les questions qui sont posées à l'IA qui sont intéressantes. L'IA, c'est juste une encyclopédie universaliste multipliée par 3 milliards. Ce qui compte, c'est les prompts, c'est l'intelligence humaine. Oui, Donc, mais si dans un système de téléopération immersive d'une entité artificielle, il faut piocher l'intelligence là où elle est, c'est-à-dire du côté du pilote. C'est tout. Enfin, je veux dire, voilà, c'est l'intelligence du pilote qui va permettre au robot d'explorer ça de manière la plus intelligente possible. Enfin voilà, il n'y a pas de. Et quand tu fais de l'interaction sociale, pour moi, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que le pilote, il va offrir gratuitement son intelligence de l'interaction sociale, de prendre la décision au bon moment, de signaler ce qu'il est en train de penser, etc., en ligne, etc., de signaler sa compréhension en ligne, de faire ce don cognitif au robot. On essaie de piocher l'intelligence là où elle est, du côté de l'humain, de sa compréhension de scène, quoi. Juste pour rebondir, après je te donne directement la parole, Guillaume, mais un risque aussi de donner une vision différente à chaque individu, c'est potentiellement, et d'autonomiser chaque acteur, c'est qu'ils prennent confiance et qu'ils court-circuitent la chaîne de décision. Là, quand on est tous en collectif, il n'y a pas de court-circuitage du processus de décision. Et sachant que c'est des robots extrêmement loin, qu'on ne va pas poser un rover tous les 4 matins, c'est important de prendre le temps de la discussion. Guillaume, si tu veux y aller. Oui, je voudrais quand même un petit peu, enfin, je ne suis pas sûr de bien comprendre si c'est du pur technosolutionnisme ou si l'intérêt est fait. Bon, je voudrais citer le cas de la chirurgie. Je sais que Caroline est là et qu'elle a beaucoup étudié l'utilisation de la téléopération par des médecins. Mais typiquement, dans le cas d'opérations chirurgicales qui, pour nombreuses, sont téléopérées, on a voulu donner une très bonne qualité de feedback. On a beaucoup travaillé sur, c'est des roboticiens qui l'ont fait, sur les modalités sensorielles, sur la qualité de reproduction des mouvements, sur l'imagerie 3D, etc. Mais on a complètement brisé, mais d'une façon assez délétère, la construction de l'équipe sociale qui est autour du patient et qui dialogue et qui sont plusieurs à voir et qui discutent. On a mis le chirurgien à l'écart, ce qu'un collègue de Nancy appelle mettre la tête dans le cul de l'éléphant. Là. Il est dans une machine où, alors là, il ne voit plus les autres, il n'entend plus les autres, il est tout seul avec le corps, c'est hyper technicisé, mais il se perd une quantité de choses qui relèvent d'une action de groupe social ensemble que la technique annihile, en fait, que la super technologie d'interfaçage d'essence en direct avec une réalité distante t'écarte du monde réel. Alors, en ceci, je pense qu'il faut un petit peu modérer cette idée que il faut d'abord se placer dans des conditions optimales de dialogue, d'interaction sensorimotrice entre le dispositif et l'individu, quitte à l'envahir de technologies, pour qu'ensuite il puisse, d'une façon séparée et abstraite et éventuellement individuelle, faire agir son intelligence. Parce que quand même, les organisations sociales, je suis parfaitement d'accord avec madame, ont quand même un tout petit peu un rôle dans la façon dont nous agissons, et ce n'est pas simplement de l'interpersonnalité et de la psychologie. Oui, c'est ça exactement. Et je veux dire, oui, un seul pilote, un seul robot, un seul véhicule, absolument, il y a des choses il faut comprendre au sujet de son environnement et comment il va prendre les décisions, etc. Mais quand nous travaillons ensemble, beaucoup de fois, on travaille dans une équipe. Et spécialement, la situation de la chirurgie, c'est très intéressant parce que c'est une situation très hiérarchique. Les chirurgiens et puis les résidents et puis les infirmières et puis finalement le patient enfin le patient et il faut bien avoir les appareils qui sont exacts. Il faut bien l'avoir, spécialement dans une situation médicale.
mais c'est pas seulement une question de technique qu'il faut être exact, c'est aussi une situation de savoir le contexte, relation entre les gens qui font un travail ensemble. Et la division de travail, c'est très important. Dans la situation des rovers, c'est une situation de consensus, c'est un peu bizarre. On a presque, on n'a pas beaucoup d'organisations qui fonctionnent comme ça, mais on a plein d'organisations et on a plein d'organisations avec les rovers ou avec les robots. Et parfois, il faut prendre les décisions un par l'autre, tête à tête. C'est très important. Mais parfois aussi, il faut agrandir la perspective pour l'organisation aussi. C'est ça. Non, mais je veux pas, en plus de ça, moi, je veux passer une retraite paisible, donc je veux pas me fâcher avec personne. Mais ça exclut pas le recours pour la planification comme en chirurgie, hein, l'aspect planification, c'est évidemment, ça se passe de manière collective avec le chirurgien, avec l'anesthésiste, avec toutes les spécialités possibles et inimaginables. Moi, je discute du geste chirurgical, de l'ambulatoire, etc., pour y avoir quand même pas mal. Euh, euh, pour l'instant, du pilotage à plusieurs, par exemple du Da Vinci, etc., les expériences sont pas très conclusives. Qu'on puisse faire comme ça de l'action collaborative avec plusieurs personnes qui vont enfin, voilà, pour moi, il y a deux temps. Il y a le temps de la planification du mouvement dans le corps, de la mission spatiale, etc. Tout ça, je crois évidemment à l'intelligence collective. C'est loin de moi. Je veux dire, dans ma recherche, je fais de la recherche collective, il n'y a aucun problème. Mais après, dans l'action, donc l'exploration, pour moi, ça fait partie de la planification. On explore la scène, etc. Parce qu'on n'a pas l'œil, il est intelligent, et comment je veux dire, il est singulier. Comme tu dis, l'œil du rover, chacun a son œil de rover. On a une manière différente de lire les scènes, la même scène. On prend 3 millions de photos de Tour Eiffel tous les jours, il n'y en a aucune qui est pareille à l'autre. Donc évidemment, on a notre œil, on a une vision active de l'exploration d'une scène multimodale. Bon, là, pour l'instant, c'est juste visuel, mais on peut peut-être imaginer de l'haptique, etc. Enfin bon. Et après, évidemment, on peut se réunir autour d'une table pour partager tout ça, souvent d'ailleurs de manière verbale. Hein, c'est ce que je vous disais sur les MLLM qui convergent vers une adaptation de toutes les représentations vers le mode verbal. C'est comme ça que ça se passe, hein, pour l'instant. Voilà. Et ce partage est fait souvent par de la verbalisation. Et après, il se pose la question de l'opérationnel. Et pour l'instant, le contrôle distribué de la telle opération, j'ai pas vu des choses très convaincantes pour l'instant. Bon, après, vous pouvez me convaincre du contraire. Et je suis tout à fait ouvert. Je voudrais dire que we diverge here parce que l'intelligence collective, je trouve que c'est différent que l'intelligence individuelle. Oui, bien sûr. Alors, et quand nous sommes dans un collectif, nous avons accès aux intelligences plurielles qui soient très différentes, qui ensemble, dans une certaine division de travail, fonctionnent différemment. Alors, pour moi, je dis aux gens quand je travaille avec les équipes, c'est comme être dans un bus. Alors, nous sommes tous les touristes dans un bus qui va à Paris et on veut tous une image du Tour Eiffel, mais on a un seul appareil photo et une seule photographie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et dans le bus, il faut décider comment décider exactement le photo. Le Tour Eiffel, doesn't care. C'est peut-être exactement le même que tous les autres Tours Eiffel, mais c'est le processus de faire les décisions ensemble détermine, on utilise les intelligences différentes. Et je crois que c'est important au sujet de intelligence artificielle. Parce qu'on a un moment maintenant où nous grandissons un sens d'intelligence artificielle
qui est développé avec des données qui c'est pas visuel totalement parfois, mais c'est plutôt littéraire. Et là, c'est une intelligence différente que nous. Et on a deux choses qui sont intéressantes là-bas. Premièrement, que l'intelligence, c'est déjà collectif parce que c'est statistiquement déterminé avec des très, très grandes données. Alors, c'est une sorte de pensée qui est très différent que le pensée humain. Et deuxièmement, quand nous mettons les appareils de IA dans une organisation avec le travail, et c'est ça qui fonctionne maintenant dans les grandes organisations. Microsoft dit, bon, tout le monde, il faut utiliser Cloud et Copilot et tout ça. Ça change peut-être le travail parce que c'est pas seulement un travail avec un seul personne et un seul IA, c'est du travail qui fonctionne comme une organisation avec ces IA. Et c'est ça qu'on ne comprend pas bien, qu'est-ce qui s'arrive dans ces cas-là, mais ça brise. Ça brise toujours. De même façon avec les chirurgiens, ça brise quelque chose qui fonctionne avec le travail. Alors, si on veut mettre ces technologies dans les situations organisées, il faut prendre soin de l'organisation aussi, parce que c'est pas, it's not willy-nilly, comment est-ce qu'on dit en français? C'est pas que, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et c'est quelque chose qu'on peut prévoir parce que la manière dans laquelle nous travaillons dans ces groupes, si on sait le contexte du groupe, les manières sont les mêmes. Alors, c'est pas que dire, bon, it's all crazy. Qu'est-ce qui s'arrive quand nous sommes dans les groupes? On ne sait pas. Non, on sait bien qu'est-ce qui s'arrive quand nous sommes dans les groupes et qu'est-ce qui s'arrive avec l'intelligence collective quand nous sommes dans des groupes de différentes sortes. Et c'est ça que je veux prendre dans la recherche avec les robots parce que on aura beaucoup de robots qui sont tête à tête, mais on aura aussi des robots qui viennent dans les situations du travail qui sont avec plusieurs gens et plusieurs de robots. Et c'est là où il faut prendre soin de l'organisation du travail. Merci beaucoup, Jeannette. Les échanges étaient extrêmement intéressants. Le débat reste ouvert. Est-ce qu'on est plutôt est-ce qu'il faut prioriser l'intelligence individuelle, collective, distribuée? Est-ce qu'il faut multiplier les outils et les dispositifs de captation pour les mettre au service du collectif? Ou au contraire, minimiser l'appareil technologique pour laisser s'exprimer l'intelligence humaine, etc. ou pas? C'est compliqué, ça reste ouvert. On voit que c'est... Voilà. Il faut les deux, il faut les deux. C'est pas un ou l'autre, c'est pas une priorisation. Il faut savoir qu'est-ce qui s'arrive dans ces cas et dans ces cas aussi, parce que sinon, nous n'avons pas de recherche pour faire les robots. Voilà. Bah alors, le débat est tranché. Il faut les deux. Il faut creuser les deux. Donc, pour conclure cette séance, alors, on est en capacité de vous annoncer déjà la programmation de la prochaine séance. Et donc, cette prochaine séance, elle aura lieu le lundi 8 septembre 2025 de 16h à 18h en visioconférence au même lien Zoom. Et elle portera sur la thématique de la co-conception de systèmes robotiques avec des usagers. Pour discuter de la thématique, on accueillera Dimitri Voilny, qui est chercheur en sociologie au LISEN et responsable du Living Lab Active Aging à l'Université technologique de Troyes. Il interviendra notamment sur les méthodes et résultats de projets de recherche qu'il a dirigés au sein du Living Lab, visant à co-concevoir avec de futurs usagers des systèmes robotiques destinés à évoluer dans les établissements médico-sociaux. On recevra également Orthopus, un représentant de l'entreprise. C'est une entreprise fondée à Nantes en 2018 qui co-conçoit des systèmes d'assistance robotique destinés aux personnes en situation de handicap moteur. Ils partageront notamment des retours d'expérience issus de confrontations entre leurs robots et des usagers et la manière dont cela les a amenés à développer une méthodologie itérative de co-conception avec les usagers. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur la page de la séance 4 qui est directement accessible sur le site du réseau. La page est encore en cours de construction, mais elle est accessible. Pour conclure, voilà notre mail de contact, la liste de diffusion de RSHS si vous souhaitez vous y abonner, la rediffusion de cette séance qui sera accessible en ligne très prochainement, un questionnaire de satisfaction que Charlie a sûrement diffusé en commentaire. Oui, monsieur. Merci. Pour nous partager des intervenants, des thématiques, des actualités à partager, des actions à mener, etc. Et un questionnaire de présence pour les doctorants qui voudraient éventuellement valider des crédits de formation doctorale.
Voilà, on vous remercie tous pour votre participation, pour les discussions, aux échanges. Merci au coordinateur pour l'organisation et un très grand merci à Jeannette et à Gérard pour la discussion, la préparation des, des- de la présentation, etc., etc. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.